Tac, ça rediffuse.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier live spécial confinement. Donc je suis en télétravail, donc bienvenue dans mon salon. Euh, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Ah, ok. Donc je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bonjour Christophe. Donc coronavirus, confinement oblige, du coup on est directement en live depuis chez moi. On va profiter un petit peu de ce webinaire pour, comme d'habitude, faire une présentation de WAPT Global pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, qu'on puisse. Hop, attendez une petite seconde. Tac. Voilà, qu'on puisse bien présenter OAPT, bien vérifier que tout le monde connaît l'outil. Dans les inscriptions, on a vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ne connaissaient pas OAPT. Donc on va refaire un petit tour de OAPT pour présenter un petit peu ce que c'est. Donc, ici, en fait, j'ai une console OAPT. Donc, alors, comment fonctionne OAPT? En fait, c'est pas très compliqué. On a un agent qu'on va déployer sur tout le parc. Donc on va le déployer soit à travers une GPO, ou on va le déployer sur les Linux avec de Ansible, ce genre de choses, ou on pourra le déployer à la main. Et donc une fois que j'ai mon agent qui va être installé sur les machines, je vais avoir du coup mes machines qui vont remonter directement dans ma console. Dans la version entreprise, j'ai également les OU sur le côté qui sont disponibles. Et puis dans l'inventaire matériel, pour chaque machine, j'ai également l'inventaire matériel. Donc, par exemple, si je cherche l'espace disque, j'ai l'espace disque disponible. Donc j'ai tout l'inventaire WMI et DMI qui est à ma disposition. J'ai également l'inventaire logiciel qui remonte. Donc là, on voit que j'ai quelques logiciels qui sont installés sur cette machine. Dans la version entreprise, j'ai les mises à jour Windows qui sont à disposition. Euh, donc là, on voit par exemple j'en ai 4 installés et 2 qui sont interdites. Je peux également du coup faire des groupes de paquets. Donc, en fait, ici j'ai un dépôt privé dans lequel j'ai tous mes dépôts, tous mes paquets OPT qui sont dans mon dépôt privé. Donc dans importer depuis Internet ici, je peux directement importer un paquet qui est à disposition sur le store public de Tranquillité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire des paquets OPT, vous pouvez très bien directement les récupérer directement depuis notre site internet, donc notre dépôt public. Donc là, on voit que j'ai quelques paquets qui sont disponibles dans mon dépôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais déployer VLC sur mon parc. Ah, j'ai juste oublié de faire ça avant de démarrer. Je corrige. Si le service n'est pas démarré, forcément. Tac. Ok. Donc là, en fait, on voit que j'ai 3 machines Windows, 2 machines Linux et une machine Mac qui sont installées. Donc si je vais voir par exemple sur mon PC Windows, ici, je n'ai pas VLC installé. Si je vais sur ma machine Linux, hop, juste ici, on voit que je n'ai pas non plus VLC qui est installé. D'accord. Et puis sur ma machine Mac, hop, ici, je n'ai pas non plus VLC qui est installé. Ah, alors j'ai un problème de son. Alors oui, problème de son. Le son semble en écho. Tac, 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 le son. Qu'est-ce que je peux avoir comme problème? 1, 2, 1, 2. Pourtant le son a l'air d'être bon pour moi. Est-ce que là vous m'entendez mieux? On va voir si c'est mieux. Est-ce que comme ça, on m'entend mieux? Je sais pas, il n'y a pas de retour pour le moment dans le chat. Ouais, est-ce qu'il y a un petit décalage de quelques minutes? Attends, je vais couper le son du Jitsi pour écouter, voir. Ah, c'est depuis le partage d'écran. Alors attendez. C'est peut-être ça, source webcam. Capture audio entrée. Pourtant il est bon. J'avais fait le test. 1, 2, 1, 2. Non, il y a encore de l'écho. C'est de l'écho qu'il y a? Ouais, Il y a de l'écho. c'était une voix un peu métallique avec un petit peu d'écho. Alors.
enregistrement en double du son si ça passe par OBS. Ah, d'accord. Ah, attendez. Mic audio. Ah, ça doit être ça. Attendez. Tac. Est-ce que c'est mieux? Je pense que ça doit être mieux, à mon avis. Je vais attendre quelques minutes. Le son de l'autre personne est parfait. Donc je pense qu'à mon avis, ce que je viens de régler, ça doit être bon. Je vais juste attendre un petit peu qu'on me confirme dans le chat. Les aléas du direct. Yes, stop, ok. J'ai compris ce qui s'est passé. Effectivement, un petit problème de réglage OBS. Donc normalement, ça doit être mieux. Donc je vais reprendre depuis le début. Super. Ok. Alors, donc je reprends depuis le début. Désolé pour ceux qui ont déjà vu. Donc ici, j'ai une console. Donc j'ai toutes mes machines qui remontent dans la console WAPT. Donc en fait, pour que les machines remontent ici, il faut simplement qu'on installe l'agent WAPT sur les machines. Donc à partir du moment où c'est remonté, j'ai mon inventaire matériel qui remonte de chaque machine et l'inventaire logiciel. Donc là pour une machine Windows, pour une machine Linux et pour un Mac également. Donc pareil, un inventaire logiciel. J'ai également l'OU dans lequel sont les machines WAPT pour les machines Windows. Et pour les machines Windows, j'ai également les mises à jour Windows qui sont installées sur mes machines. Donc là, par exemple, je vois que j'ai 5 mises à jour Windows interdites et une mise à jour déjà installée. Ensuite, j'ai un dépôt privé qui est ici. Donc c'est des paquets WAPT soit que j'ai créé moi-même, soit que j'ai importé directement depuis Internet. Donc, si je vais importer depuis Internet, donc ça c'est le store public de Tranquillité, où je peux directement importer des paquets. Donc là, moi sur mes machines, alors si je reprends où j'en étais, sur ma machine Windows, donc VLC n'est pas installé. Sur ma machine Linux, hop, Linux, VLC, il n'est pas installé non plus. Et puis sur ma machine Mac, VLC n'est pas installé. Hop, la machine Mac, VLC, il n'est pas installé. Donc ce que je vais faire, moi je vais retourner sur ma machine Windows, ok. Et puis je vais dire à toutes mes machines d'installer VLC. Je vais toutes les sélectionner. Hop, et puis je vais sélectionner logiciel VLC. Et puis je vais dire à toutes mes machines de vérifier si elles ont des choses à faire. Par défaut, une machine vérifie toutes les 2 heures si elle a quelque chose à faire. Si elle a quelque chose à faire, elle télécharge le paquet WAPT dans son cache et elle attend. Elle n'installe jamais le logiciel d'elle-même. L'installation se fera à l'arrêt du poste. En tout cas, pour l'instant, sur les postes Windows, ça lance l'installation à l'arrêt du poste. OK. Donc là, voilà, ma machine voit qu'elle a VLC en attente d'installation. On voit qu'elles ont toutes VLC en attente d'installation. Donc ce que je vais faire maintenant, tac, je vais demander une installation de VLC sur toutes mes machines de mon parc. Donc je lance une installation. Donc dans le petit onglet tâches ici, je peux voir ce qu'elles sont en train de faire. Donc là, la machine elle est en train d'installer VLC pour toutes mes machines. Et puis je vais les laisser un petit peu faire. Donc là, pour l'instant, c'est en cours. Normalement, c'est souvent la machine Linux qui termine en premier, puis les Windows, puis le Mac. Donc là, le client Linux, il vient de terminer. Donc si je vais sur mon client Linux, application, hop, le VLC, il vient bien de s'installer, il n'y a pas de souci. Hop, si je laisse encore un petit peu de temps, tac, le client 2, alors il a fini. Donc ça, c'était la Windows 7. Et puis si je laisse encore un petit peu de temps, voilà. Donc ma machine Windows vient de terminer. Il y a bien VLC qui vient de s'installer. OK. Et puis le Mac, on va lui faire encore un petit peu de temps. Mais le VLC va bientôt apparaître. Alors pour le Mac, ça prend toujours un tout petit peu plus de temps. Où est-ce qu'il en est? Toujours en cours d'installation. Donc on peut voir en fait que j'ai le statut qui remonte par exemple de VLC, il est bien en statut OK. Donc si j'avais une erreur, j'aurais pu voir ici qu'il y avait un statut qui était en erreur sur un paquet et j'aurais pu constater pourquoi ça ne fonctionnait pas.
Donc ça, c'est aussi un gros avantage de WAPT par rapport à d'autres solutions. Par exemple, si aujourd'hui vous déployez vos logiciels avec des GPO, aujourd'hui, on n'a pas le retour de savoir si ça s'est bien passé ou pas. Voilà, le Mac vient de terminer. Hop, et donc j'ai VLC qui est ici et qui se lance. Voilà. Hop. Donc voilà, vous pouvez déployer un logiciel sur votre parc complet. Je peux aussi, alors je vais basculer de scène. Je peux aussi faire un groupe de paquets qui s'appelle soft de base par exemple, où dedans, j'ai pu lui dire, je dis que dans les softs de base, il y a Thunderbird, Firefox, VS Code, Chrome et VLC. Et quand je déploie ce logiciel-là sur les machines, et bien du coup, ça me permet d'installer tout ce bloc de logiciels. Donc le groupe soft de base me permet du coup de déployer un ensemble de logiciels de base sur tout mon parc. Je peux faire des groupes qui sont membres de d'autres groupes pour directement pouvoir faciliter le déploiement. Dans le WAPT entreprise, j'ai également la notion de Windows Update. Alors forcément que sur les machines Windows. Ici en fait j'ai un scan qui peut être fait. Donc j'ai un scan là qui est effectué sur ma machine et qui du coup m'affiche toutes les mises à jour et l'état dans lequel elles sont. Donc là par exemple j'en ai 4 mises à jour qui ont été installées et 4 qui sont interdites. Donc je précise, les machines ne vont pas télécharger les mises à jour directement sur le site Microsoft. C'est le serveur WAPT qui télécharge les mises à jour et les postes vont récupérer les mises à jour depuis le serveur WAPT. Ça va vous permettre notamment d'économiser de la bande passante. Dans mon onglet Windows, ici, donc dans la liste des mises à jour Windows, ça c'est un scan qui a été effectué et ça c'est toutes les mises à jour Windows qui ont été remontées par mes postes. C'est-à-dire qu'ici par exemple je n'ai pas de Windows XP sur mon parc, donc je n'ai pas d'XP dans ma liste. Je n'ai pas de Windows 10 en 17 quelque chose, du coup je n'ai pas les scans qui ont été remontés associés. En fait c'est les postes qui font le scan et donc ça permet du coup au serveur WAPT de ne télécharger que ce dont il a besoin. Et ensuite, après, une fois que ça a été fait, le téléchargement se fait directement par le serveur WAPT. Aussi, dans WAPT Entreprise, on a la notion de self-service. Alors, je vais le lancer hop, ici. Je vais me connecter. Donc, j'ai un self-service ici. En fait, ce que je peux faire, donc, par rapport à la version Community, la version entreprise, ici, j'ai fait un paquet de règles qui s'appelle Rules Self-Service. Et je lui ai dit que le groupe DSI, ici, il avait le droit d'installer Chrome, 7-Zip, Firefox, Qt et Thunderbird. Et donc quand j'ouvre mon self-service, ça permet à même quelqu'un qui n'est pas administrateur de son poste, d'installer des logiciels. Donc là, par exemple, effectivement, je ne suis pas administrateur de mon poste, je peux installer Thunderbird. Donc ça permet de laisser une autonomie à vos utilisateurs. En ce temps de confinement, c'est particulièrement pratique parce que ça vous économise des appels. Les gens ont besoin d'un logiciel, vous avez préalablement autorisé les gens à installer ce logiciel, ils n'ont pas besoin de vous appeler et ils sont autonomes. Donc là, mon Thunderbird vient de terminer de s'installer et Thunderbird est installé. Sachant qu'il faut aussi faire une configuration. Dans le store WAPT, on a un paquet qui permet de configurer automatiquement Thunderbird. Donc la seule chose que demande le Thunderbird au démarrage, c'est le mot de passe de la personne. Et à partir de là, le Thunderbird est automatiquement configuré avec les bons paramètres. C'est la notion de session setup dans WAPT. J'ai également un reporting. Donc là, j'ai quelques requêtes qui ont déjà été faites. Donc par exemple, là, j'ai ma diversité des OS. Donc c'est des requêtes SQL que je peux refaire moi-même. Donc des requêtes SQL qui du coup me permettent d'avoir vraiment exactement ce que je veux. Si je veux par exemple tous les postes Windows 7 qui ont tel KB mais pas tel logiciel, je peux le faire. Je fais ma requête exactement comme je l'entends. Et puis il y a un dernier onglet ici qui est la gestion des dépôts secondaires. On pourra en reparler tout à l'heure, surtout dans le cadre du confinement. Ça permet, quand on a plusieurs sites distants sur un site, avec WAPT, vous pouvez faire un dépôt secondaire. C'est-à-dire que si vous avez, on va prendre le cas des hôpitaux, parce qu'on a eu pas mal d'appels pendant cette période de confinement, on a notre serveur WAPT, mais WAPT est aussi utilisé sur des sites distants qui ont des faibles débits. Donc on va mettre un dépôt secondaire où l'ensemble des paquets va être répliqué sur le dépôt secondaire, et les machines vont récupérer les paquets WAPT
depuis ce dépôt secondaire. Ça va vous permettre d'économiser votre bande passante. Et ensuite, en fonction du sous-réseau IP, donc là par exemple j'ai fait une règle en fonction de l'IP de l'agent, si elle est dans le réseau 192, 168, 158, alors elle va récupérer les paquets OPT directement depuis repos-Paris. Et ici j'ai le statut du dépôt, donc là je vois bien qu'il est en ligne. Si ce dépôt-là n'était pas disponible, ça rebasculerait vers un autre dépôt. Donc on a fait un petit peu le tour rapide, on va dire, de WebPT, sachant que j'ai d'autres fonctionnalités qui sont disponibles. Je peux proposer la mise à jour aux utilisateurs, lancer les installations des applications qui sont uniquement non lancées, je peux envoyer des messages, exécuter des audits. Par exemple, on a un paquet dans le dépôt privé, là j'en ai un, normalement j'en ai deux, voilà. Un qui vérifie les administrateurs locaux des machines, et puis un autre paquet qui permet d'auditer si BitLocker est bien installé. En cette période de confinement, nous, ça a été pratique parce qu'il a fallu que tout le monde embarque les PC portables chez soi. Et puis, la condition quand même, c'était que les PC soient chiffrés en cas de vol. Et donc, du coup, ça nous permet de vérifier, ça nous a permis de rapidement vérifier si les PC étaient bien bitlockés. Et ensuite, après, voilà, je peux directement, en fonction des OU, dire tel OU doit absolument avoir check BitLocker et Chrome, par exemple. Voilà. Tac. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai prévu une petite interview avec Pierre Cosson, qui va pouvoir nous faire un petit retour d'expérience de son utilisation de WebPT aujourd'hui. Alors je vais juste basculer, on va vérifier que le son fonctionne bien du coup. Hop, transition. Voilà, ça a l'air d'être bon. Alors par contre, moi, est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air d'être bon. Je vais laisser dans le chat vérifier que le son est bien bon. Et normalement, ça doit être bon. Je vais juste attendre quelques minutes, histoire d'être certain que tout va bien. Essayez de parler, Pierre. Au revoir. Bonjour. Je te laisse commencer à parler, comme ça on va. Ouais. Si tout d'un coup ça marche pas, je te couperai. Donc je laisse te présenter où tu travailles et présenter un petit peu ton utilisation de WebPT. Oui, donc moi je suis donc Pierre Cosson, je suis prestataire de services dans la recherche. Donc je travaille à Toulouse au CRCT, Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Et ça va faire 4 ans que je suis là-bas et 2 ans que je suis utilisateur WebPT. Donc on a déjà fait une petite présentation quand Tranquil IT était passé à Toulouse, c'était au mois d'octobre dernier. Entre-temps, il y a eu pas mal d'évolutions, donc j'ai mis à jour cette présentation un petit peu au pied levé pour cette occasion. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'historique de WebPT au niveau de l'INSERM sur la région de Toulouse, qui à l'heure actuelle a un serveur régional et donc utilisé par l'ensemble des centres de Toulouse. Je te balance le diapo. Dès que c'est bon, je te bascule. Tu as fait le partage? Ah oui, non, si je fais pas le partage, ça marche moins bien. Forcément, ça va encore déconner un petit peu. Ok, c'est bon. Allez, je reviens au début. Voilà, donc cette présentation avait été faite avec un de mes collègues qui est occupé avec son petit garçon ces temps-ci avec le télétravail. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu le contexte de l'utilisation de WebPT à Toulouse, les outils que nous avions avant, ce que nous avons maintenant, ce que nous en faisons, pourquoi on a utilisé WebPT, un petit peu les évolutions du projet parce que ça a pas mal bougé quand même ces 2 dernières années. On a commencé en community, maintenant on est en enterprise sur du mutualisé, donc c'est vraiment des utilisations assez différentes. Nos perspectives d'évolution, et puis un petit peu nos attentes vis-à-vis de Tranquil IT. Donc en général, quand on a des attentes, Simon essaie d'avoir tout prêt pour nous dire non mais ça c'est déjà prévu. Donc on verra un petit peu si j'ai réussi à trouver quelques critères sur lesquels titiller un petit peu Tranquil IT. Mais j'aurais tendance à dire que pour le moment, il y a un petit peu trop de développement pour nous, on n'arrive pas à suivre. Donc, je ne vais pas trop en demander. Donc, le contexte pour nous sur Toulouse, c'était environ 2500 postes avec 80% de Windows, pas mal de Mac et un petit peu de Linux. Alors, ça évolue un petit peu, je n'ai pas regardé les pourcentages, on a un petit peu plus de Linux maintenant et un petit peu plus de besoin de gestion de ces Linux également qui commence à se faire sentir depuis quelques mois.
Donc on est au total sur 3 sites géographiques sur Toulouse, un à Purpan, un à Langlade et un à Rangueil. Au total, une dizaine d'unités sur ces 3 sites, et nous sommes à l'heure actuelle 7 personnes pour gérer tout ça, dont 2 personnes qui travaillent pour le DSI et qui font un petit peu plus la gestion des infrastructures. Nous, chacun dans nos parcs, on se retrouve avec un petit peu toutes les tâches restantes qui nous échouent, avec pas mal avec une très très grosse diversité et pas forcément beaucoup de moyens. Quand on est là, je vais corriger un petit peu ce slide-là parce que c'est quand même le DSI qui nous paye les licences Enterprise de WebPT. Mais jusqu'alors, on n'avait absolument rien. Là, ça va faire donc moi presque 2 ans que je travaille avec WebPT en commençant avec la version Community, et ça fait environ 8-9 mois qu'on travaille en version Enterprise. Donc, nous, nos besoins, c'était avant tout la possibilité d'installer, désinstaller des logiciels à distance, pouvoir avoir un petit peu un inventaire du parc qui soit un inventaire régional. On avait tous des solutions qui étaient installées un peu à droite à gauche, que ce soit utiliser notre DHCP comme source d'inventaire ou de l'OCS Inventory. Là, depuis maintenant 2-3 mois, on arrive à avoir une visu à peu près exacte de notre parc sur tout Toulouse. Donc, ce qui a tendance à faire évoluer un petit peu nos besoins et notre mode de travail. On avait besoin d'homogénéiser au niveau de l'applicatif. Ce qui est assez rigolo, c'est que l'utilisation de WebPT a tendance à aussi renforcer ce besoin d'homogénéisation. Quand on commence à intégrer dans notre gestion des postes qui peuvent avoir des logiciels qui n'ont pas été installés par WebPT, ça a été un petit peu laborieux par moment. Mais bon, comme l'objectif de tout final est d'avoir un parc un peu cohérent, de toute façon, ça reste intéressant pour nous. Une bibliothèque logicielle validée par le SI pour les utilisateurs. Je ne sais pas si vous connaissez la recherche ou l'éducation, mais comme il y a relativement peu de moyens humains, en général, peu de moyens, ça veut dire une grosse diversification de ce qui est installé sur les postes, des utilisateurs qui ont du mal à avoir une vision globale du SI. Et on avait besoin de quelque chose simple en utilisation et qui nous permette de gagner du temps. Parce que comme on n'est pas beaucoup, il faut bien qu'on arrive à faire des miracles avec les moyens qui sont disponibles. Donc, pour nous, le début du projet, ça a été une présentation au JRS de WebPT, auquel mes collègues ont assisté. C'était en 2017. Derrière ça, j'ai donc mon collègue avec lequel j'ai principalement travaillé l'année dernière, qui a pu l'installer chez lui. Alors bizarrement, je voyais quelques posts à lui qui passaient avec des versions un petit peu plus anciennes de WebPT. Je crois qu'à l'époque, c'était du 1.3 que j'ai dû voir passer. Ça ressemblait pas grand-chose. Ça donnait pas une super impression et ça a assez vite évolué. Vu qu'au mois de juillet 2018, il est venu nous le présenter. Moi, à cette époque-là, j'utilisais principalement Chocolaté, qui est une version un peu concurrente, mais qui offre pas du tout les mêmes options à l'heure actuelle. Et il a pu me bluffer un petit peu en me promettant du self-service. Alors, vous verrez que le self-service, entre juillet 2018 et maintenant, on l'a pas eu si rapidement que ça. Et c'est vrai que c'est un critère qui tout de suite attire les gestionnaires de parc. Parce que c'est un besoin réel. Et qui est, à l'heure actuelle, assez difficile à fournir à ses utilisateurs. Donc, derrière ça, c'est bizarre, cette slide-là. Bon, je suis pas très sûr de cette slide, on va avancer un petit peu. Ok, donc nous, on a utilisé donc du WebPT Community jusqu'à l'année dernière, où j'ai commencé à contacter Tranquil IT pour voir un petit peu, pour tester l'Enterprise, parce qu'on ne se rendait pas forcément compte à l'époque de l'intérêt des fonctionnalités qui étaient apportées par la version Enterprise. Et avant de pouvoir le proposer au régional, on voulait le tester un petit peu. Les tests ont été assez rapidement concluants parce que vu que notre RSI était d'accord pour faire un test grandeur réelle,
en nous fournissant des licences Enterprise assez rapidement. Comme vous voyez, on a pu vraiment mettre en place un serveur régional en août 2019 et commencer un petit peu à travailler sur l'homogénéisation de notre parc. Donc en septembre, on a commencé à essayer de basculer nos postes qui étaient sur nos vieux serveurs sur le tout nouveau. Alors ça n'a pas été sans problème. Et là, rien à reprocher à Tranquility, c'est nous qui avons été relativement têtus à ne pas contacter le support quand nous en avions besoin. Faut pas hésiter, hein. Ouais, mais bon, on est un peu bête. C'est comme quand on se perd en bagnole et qu'on ne demande pas son chemin et qu'on préfère se perdre 2 heures avant. Et on est pareil, et on le fait encore. On essaie de le faire un petit peu moins, on essaie de pas trop vous solliciter quand même. Mais c'est vrai que c'était pas nous, ça nous a fait perdre pas mal de temps sur des broutilles. Donc, en novembre 2019, moi j'ai pu migrer tout mon site sur le serveur régional. Ça a été un petit peu laborieux parce qu'on est passé d'une config ancienne qui avait vu plusieurs versions, en version community, vers du mutualisé en enterprise, et ça s'est pas passé aussi facilement qu'on l'espérait. Puis on a fait une mise à jour de notre serveur régional, et là tous mes postes se sont reconnectés les uns après les autres. Ça m'a pas mal rassuré, parce que je me voyais pas trop passer sur 80% de mon parc. J'avoue que je n'avais pas le sourire à cette époque-là. Donc, c'est un peu à cette période-là que vous nous avez sorti le nouveau self-service que mes collègues ont pu mettre en œuvre sur 3 petites unités qui avaient la chance de ne pas avoir d'utilisateurs admin de leur poste. Parce qu'une des limitations à ce moment-là, c'était si tu es admin de ton poste, tu vois l'ensemble des paquets du serveur. Pour préciser, est-ce que tu as bien vu la nouvelle option du coup qui est disponible? Il faudra bien que je vérifie si elle est bien dans la doc, mais qui permet du coup de dire par défaut si quelqu'un est admin de son poste, on ne fait pas tout afficher. C'était au tout début la politique qu'on avait. Si quelqu'un est admin de son poste, on affiche tout puisque de toute façon, il est admin de son poste. Mais on a laissé quand même une possibilité d'enlever ça. Bon, c'est nous qui avons embêté pas mal Tranquility sur ce sujet-là. Donc, en le rappelant dans la vie réelle, ça se passait pas comme on l'espérait. Il ne faut pas être admin de son poste, c'est pour ça. C'est ça. Donc là, derrière, ça a été le tour de mon collègue de Rangueil de finir sa migration, qui a pris pas mal de temps, parce qu'en parallèle, on avait les migrations Windows 7 vers Windows 10, qui nous ont pas mal monopolisé et qui laissaient un peu moins de temps pour s'occuper de la partie WebPT. Mois de mars, on a commencé à déployer un petit peu du self-service, mais on s'est très rapidement retrouvé en isolement. Donc, ça ne s'est pas fait dans les meilleures conditions, mais on commence à quand même apprécier la partie self-service qui, comme Simon le décrivait tout à l'heure, nous permet quand même de gagner du temps sur pas mal d'appels de nos utilisateurs. Nous, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'avait pas anticipé justement l'utilisation de WebPT dans le cas de l'isolement et du télétravail. Enfin, personne ne pouvait trop l'anticiper à cette période-là, ce qui fait que là, on est un petit peu limité. Dans notre cas de figure, il faut que nos utilisateurs soient connectés au VPN pour pouvoir accéder au self-service. Alors j'en profite justement parce qu'il y a quelques questions dans le chat. À savoir si ton serveur WebPT était en DMZ chez toi. Il me semble que non. Pas pour le moment, mais c'est des questions qu'il va falloir qu'on se pose. Parce qu'indépendamment de ce qui se passe actuellement, on a eu quand même de plus en plus de demandes pour faire du télétravail et donc pour professionnaliser ce télétravail. Donc, c'était des questions qu'on pouvait se poser, mais qui étaient très hypothétiques à l'époque. Et là, on est en pleine réalité de cette problématique où on est obligé de reconfigurer un petit peu à chaud certains services, vérifier. Jusque-là, par exemple, nos ordinateurs ne se connectaient pas correctement au VPN. Mais bon, comme on avait tellement peu d'utilisateurs qui étaient en télétravail et pour qui c'était une nécessité, on a dû le diagnostiquer à chaud à partir du début du confinement, où j'ai pu contacter le RSI en lui disant « Tiens, c'est bizarre quand même, il y a plein de postes que je vois jamais se connecter sur le serveur. » Ok. Donc oui, la limitation, voilà, c'est qu'il faut que le VPN soit connecté pour que ça fonctionne. Et vous aviez en plus un petit problème de route, je suppose, au niveau du VPN ou de droit, ce qui fait que vous ne les voyez pas non plus dans le VPN, quoi. C'est ça, si j'ai bien compris. Oui, là c'est comme tout. Hein. Il a fallu revoir un petit peu tous les profils VPN en fonction des utilisateurs. Ah oui, on a fait beaucoup aussi, ouais.
Il a fallu ouvrir plus de choses qu'au tout début de ce qu'on avait imaginé. Le confinement a fait bouger pas mal de choses à ce niveau-là. Donc là, l'avantage, c'est que maintenant, on se rend compte un petit peu des enjeux. On ne sait pas combien de temps là, le confinement va durer. On ne sait pas combien de temps on aura du monde qui sera encouragé à travailler de chez eux. Donc là, on nous a annoncé encore un mois de plus. Avec mon collègue Gaëtan, là, qui travaille beaucoup pour nous au niveau régional, parce que ça, c'est une grosse évolution aussi dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on a pu mutualiser un petit peu aussi toute la partie gestion du serveur avec une personne qui, je dirais, passe 50% de son temps sur WebPT. D'accord. Luxe que nous n'avions pas en étant directement dans des labos. Alors, à 50%, qu'elle fait principalement des paquets ou est-ce qu'elle fait autre chose Gaëtan fait principalement du paquet, il fait pas mal de paramétrage. On essaie de centraliser un petit peu l'information, de passer par lui quand on a des besoins qui sont liés à WebPT, histoire que ce soit lui qui centralise, qui soit au courant d'un petit peu tout. Avec mon collègue Jean-Jérôme, on avait l'habitude déjà de travailler dessus, on aurait des droits sur le serveur, mais ça a été un choix de dire bon, Gaëtan, tu peux passer un bon pourcentage de ton temps là-dessus, donc ça serait cohérent que tu centralises un petit peu tout ça et que ce soit toi qui ait vraiment la maîtrise du serveur pour garder une organisation assez cohérente. Ok. Donc là, nous, nos perspectives, comme vous avez fourni beaucoup plus que ce qu'on attendait cette année, parce que très honnêtement, la gestion Linux et macOS, je me disais, on a encore facile 2 ans avant de devoir s'y attaquer. Malheureusement, il faut commencer à regarder un petit peu comment ça marche. Le self-service, on pensait aussi que malheureusement, on serait bloqué par nos problèmes de droit d'administration qui nous auraient forcé à travailler un petit peu plus auprès des utilisateurs avant de vraiment travailler sur le self-service. Et comme tu le disais, avec les nouveaux paramétrages, on est capable d'offrir du self-service et de la gestion et de l'administration pour nos utilisateurs. Donc, on va pouvoir commencer à un peu étoffer notre offre pour pouvoir dire aux utilisateurs, tu l'utilises si souvent que ça, ton code admin, et quand la réponse sera suffisamment convaincante, on pourra petit à petit les retirer. Alors j'en profite pour te dire que la partie, pour l'instant, self-service ne fonctionnait pas sous Linux et Mac, puisqu'on se reposait sur une authentification Windows. Mais on est en train aussi de changer ça, ce qui fait que le self-service va aussi fonctionner sous les Linux et les Mac prochainement. En fait. D'accord. Donc cette partie-là, on a déjà trouvé la solution pour résoudre ce problème-là, donc ça va être aussi disponible sous les Mac et les Linux. Le paradoxe, c'est que plus vous allez résoudre de problèmes, plus vous nous en créez. Alors, c'est des problèmes qui sont bons à voir. Justement, on en résout pour tout. Oui, mais le problème, c'est que d'un coup, on est obligé d'être beaucoup plus efficace de notre côté. C'est ça. C'est-à-dire que vous nous offrez tellement d'outils que autant quand tu vois pas ton parc et que tu te rends pas compte des problèmes, tu te mets un petit peu moins le stress. Mais là, ça fait 1 an que on se rend compte qu'il faut pousser un petit peu tous les collègues à mettre à jour leur parc, histoire d'avoir les mêmes versions de Windows. Tu parlais tout à l'heure pour les Windows Update, mais effectivement, si on est tous en 19.03, c'est vachement plus pratique. Ça fait vachement moins de boulot pour notre collègue qui fait des paquets. Ça fait moins de versions d'OS à tester, quoi. C'est ça le. Mais ça fait pas mal de travail en préparation. C'est ça. Ouais. Bon, c'est des bons problèmes à avoir. Quand même. Et puis voilà, au niveau de la sécurité, le retrait des droits admin, quand même, ça c'est le summum. Mais ça implique énormément de travail de fond de notre côté qu'on n'aurait pas eu effectivement parce qu'on était un peu en mode autruche. Ouais. Donc, bon. Et effectivement, avec le télétravail, il va falloir qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on colle un serveur en DMZ? Est-ce qu'on met juste un dépôt en DMZ? Là, tu rediscuteras un petit peu de cette partie-là après, j'imagine. Tu me diras quand tu auras terminé ta dernière slide, puis que j'enchaînerai directement là-dessus pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut faire cette partie-là. Ça marche. Alors, la dernière slide. Nous, on attend un petit peu de voir ce que vous allez nous proposer avec T-Selp. Parce que c'est vrai qu'on a au niveau national des grosses questions de quel outil on doit utiliser pour faire de la prise en main à distance. Et pour le moment, les outils qui nous sont proposés par le DSI ne sont pas extrêmement pertinents pour tout. Donc, on verra un petit peu ce que vous pourrez nous proposer par rapport à ça. Ok. On en discutait un petit peu ce matin avec Simon aussi, ce matin, la possibilité de gérer les mises à jour Windows en mode nomade. C'est-à-dire que si je suis dans mon labo avec mon PC, il arrive bien à aller se connecter sur les serveurs, sur les dépôts secondaires
et il est capable de récupérer ses mises à jour par ce biais-là. Qu'est-ce qui se passe quand je suis coincé à la maison, que je m'y connecte pas? Là, il y a un besoin réel. Alors, besoin réel qui est encore plus prononcé pour nous parce qu'on a énormément de postes qui n'étaient pas prévus du tout en mode nomade. Alors en fait, pour repréciser, la version actuelle avait un paramètre qui s'appelait Allow Direct Download. Ça signifiait que si on le plaçait à True, ça signifiait que si la machine n'arrivait pas à contacter le serveur WebPT, elle pouvait directement télécharger ses mises à jour Windows et le WSUSSN.cap par les serveurs de Microsoft. Toujours en respectant les règles qu'on a définies, c'est-à-dire que si les mises à jour sont interdites, elles restent interdites. Là, on va juste encore un petit peu améliorer ce paramétrage-là, simplement de pouvoir l'ajouter aussi dans les règles qu'on a vues tout à l'heure dans la console, qui permettrait de dire si je suis dans tel sous-réseau, alors passe directement par les serveurs de Microsoft, même si le serveur WebPT n'est pas disponible. Ça, il y a un ticket qui est ouvert en interne chez nous, un développement qui est en attente. Mais on a déjà du coup la solution à ce niveau-là, et ce sera pareil, quelque chose qui évoluera dans les prochaines. Voilà. Donc les deux derniers critères, moi il y en a un qui me plairait beaucoup parce qu'on se retrouve à passer de plus en plus de temps à éditer nos paquets. Ça serait la possibilité peut-être de changer les paramètres de contrôle directement via la console. Je ne sais pas si c'est utopique comme demande, mais non, pas. Notamment ce qu'on avait prévu, c'était de pouvoir faire un clic droit sur un paquet et basculer de pré-prod à prod, ce genre de choses. Après, on avait surtout prévu ça, mais pas autre chose. Après, dans quel besoin est-ce que tu as dans quel cadre est-ce que tu as besoin de modifier autre chose dans le fichier contrôle? Dans le meilleur des mondes, on pourrait passer énormément de temps pour se préparer et organiser, par exemple, notre self-service. En pratique, on prend des décisions qui sont pas forcément géniales et qui prennent vachement de temps à être rectifiées a posteriori. Et par exemple, pouvoir changer les catégories des paquets directement dans la console, faire des petits edits qui sont relativement lourds en termes d'exploitation à l'heure actuelle. Ça serait un gros plus pour nous, je trouve. Alors, je vais remonter à l'équipe, on verra ce qu'on peut faire. Pas de souci. Et j'ai mon collègue à qui j'ai demandé tout à l'heure, il m'a dit que lui, il aimerait bien voir du full web. Bon, ça serait un peu un retour en arrière. Il me dit oui, mais mieux que ce qu'il y avait avant. Ah oui, alors la question serait de savoir qu'est-ce qui le gêne dans le self-service à l'heure actuelle, et ensuite nous on a besoin aussi de remonter pour savoir comment on pourrait corriger. Sachant que pour la console en full web, l'argument avant c'était de dire dire oui mais sur mon Linux ou sur mon Mac je peux pas démarrer ma console. Là on a eu l'occasion récemment, puisque Octave qui travaille du coup sur la partie Linux et Mac, c'est lui qui s'est débrouillé pour que ça démarre sous Linux et Mac avec Evan. Et puis du coup, il a essayé de voir, la console, on a un début de quelque chose qui tourne sous Linux et Mac. Donc pour le coup, plus spécialement besoin d'avoir de console web à ce niveau-là. Sachant que la console en lourd nous donne un avantage supplémentaire. Par exemple, on a ajouté récemment la notion de plugin. Attends, je vais te rebasculer. Interview. Voilà. La notion de plugin, par exemple, de pouvoir faire directement un clic droit, lancer par exemple un explorateur sur le $C ou ce genre de choses, ça c'est quelque chose qu'avec une console web on ne pourrait pas faire. Donc ça nous limiterait quelques petites choses. Par exemple, le self-service, quelque chose qu'il ne fait pas aujourd'hui mais qu'on voudrait faire, ça serait de pouvoir lancer directement le session setup dès que l'installation est terminée. À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire avec une interface web. Donc l'interface lourde nous offre plus d'avantages que l'interface web à ce niveau-là. Ouais, il fallait bien qu'on vous trouve quelques petits trucs à vous demander parce que sinon vous vous ennuyez. Évidemment. Alors pour répondre à ta question du WebPT en DMZ, on a en fait déjà une possibilité. Attends, je vais rebasculer ici. Tac. Donc en fait sur le serveur WebPT, ici donc là il est en Linux, je peux activer l'authentification par certificat. Donc alors en fait on peut exposer un serveur WebPT directement sur Internet à condition. Alors si on regarde dans la doc, de bien, là j'ai un onglet qui s'appelle améliorer la sécurité du serveur WebPT, de bien suivre tout ce qui est recommandé. Donc ça veut dire que l'enregistrement, il ne doit pas se faire de manière automatique, on doit soit activer l'enregistrement Kerberos, soit activer l'enregistrement par identifiant mot de passe. Donc ça c'est quelque chose qui est nécessaire déjà si on l'expose sur Internet. La deuxième chose c'est d'activer la vérification de certificat HTTPS, pour être certain que la machine, lorsqu'elle remonte son inventaire, elle communique bien avec le bon serveur. Et la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, un serveur WebPT, dans sa configuration par défaut, n'importe qui a l'accès au paquet WebPT.
Et donc en fait, ici, on a configuré l'authentification par certificat client. Donc lorsqu'une machine s'enregistre, elle fait signer son propre certificat par le serveur, et ça permet du coup d'authentifier les machines qui accèdent au /WAPT. Donc là, on a toute la documentation qui est en ligne, et du coup, qui permet de dire, hop, c'est où que je le retrouve ici, je lui dis, il y a uniquement les machines qui ont un certificat correct qui peuvent accéder au paquet WAPT. Donc ça, c'est une des méthodes où on expose directement le serveur WAPT sur Internet. J'ai vu d'autres questions et d'autres choses intéressantes sur le forum. On peut également, par exemple, dans le cadre du confinement, si votre bande passante elle est un peu limitée et que tout passe à travers le VPN, ou même si vous exposiez votre serveur WAPT en DMZ et que ça serait limite, en fait, vous pouvez très bien mettre un dépôt secondaire, par exemple, chez un serveur chez OVH, par exemple. Donc l'avantage du serveur chez OVH, c'est qu'il héberge tous les paquets WAPT, on active la partie authentification par certificat client, et du coup, les paquets sont transités une seule fois sur le dépôt qui est en fibre chez OVH, par exemple. Et puis du coup, toutes les machines vont se connecter directement sur ce repos en ligne. Ça permet d'économiser le flux qui passe du côté du site, du côté là où on héberge. Parce que je suppose qu'il y a certaines entreprises qui malheureusement n'ont pas la fibre, parce qu'il y en a pas partout. Je ne sais pas si tu es en fibre chez toi, du coup, Pierre. Ouais, nous on est en fibre. Après, on va avoir des problématiques différentes. Mais là, par exemple, en VPN, tu le disais dans ta présentation tout à l'heure, le poste il attend 2 heures avant de récupérer ses paquets. Donc ça implique que les gens restent connectés en VPN suffisamment longtemps pour récupérer leur mise à jour. En fait, c'est un peu aléatoire du coup, parce qu'il le fait au démarrage de la machine et ensuite il va réessayer au bout de 2 heures. Mais après, juste pour info, si je vais dans mon waptget.ini, ici j'ai un paramètre qui s'appelle wpt update underscore task underscore period. Par défaut, il est à 120. On peut le rebasculer par exemple à 1 minute. Bon, c'est pas à faire 1 minute, hein, c'est juste que moi, dans mon test, c'était intéressant d'avoir 1 minute. Et tu peux lui dire qu'il vérifie toutes les 5 minutes. Du coup, comme ça, au moins, tu es tranquille, toutes les 5 minutes, il vérifie. Donc même si. Oui. Voilà, ça peut être une solution alternative. Après, c'est comme tout. Hein, on découvre un petit peu ces problématiques en live. Alors qu'on ne pensait pas être confronté à ça pour quelques mois ou quelques années avant de faire vraiment du télétravail massif. Ouais. Alors si on parle un petit peu, parce que le thème c'était utiliser WAPT dans un contexte de télétravail, mais il y avait aussi pas que WAPT, il y avait aussi d'autres choses. Qu'est-ce que tu as dû mettre en place en complément en plus pour mettre en place? Là, on est obligé de monter un nouveau VPN parce qu'on n'avait absolument pas dimensionné le VPN pour le nombre d'utilisateurs qui sont amenés à travailler en télétravail. Là, sur Toulouse, on avait une centaine de licences pour tout Toulouse. Donc, ça faisait pas lourd et on a vite avoisiné les 100 licences utilisées en permanence. D'accord, ok. Donc là, il fallait un petit peu avancer là-dessus. Nous, ça a été l'occasion de découvrir un peu d'autres outils. Le DS Insert nous a filé du Teams à la dernière minute, donc on a commencé à utiliser ça. Il a fallu augmenter les moyens en termes de prise en main à distance, où on avait un outil, pareil, qui n'avait pas le nombre de licences pertinent pour la situation. Donc, ils ont dû monter un autre outil à la va-vite un petit peu pour ça. Bon, moi, je me suis pas mal débrouillé avec du simple partage d'écran via Teams, ça suffisait pour dépanner quand même beaucoup d'utilisateurs. Et malgré tout, on va quand même vous lancer un peu de fleurs. C'est un utilisateur qui me contactait pour un problème. J'avais pas mal de problèmes qui étaient réglés directement via WAPT. J'arrive pas à installer ça. Je regarde, la personne était connectée en VPN. Si, c'est bon, c'est installé. Et très souvent, j'ai pu faire en 1 ou 2 emails ce qu'aurait pu prendre une demi-heure, 3/4 d'heure avec d'autres outils. Ok. Alors, je réponds juste à une question dans le chat tant que je la vois. Est-ce que c'est faisable avec seulement un reverse proxy en DMZ? Oui, tout à fait. Il faut juste déporter la partie authentification par certificat directement sur le proxy qui est en DMZ. Et du coup, il laisse passer uniquement si la machine elle est authentifiée correctement avec le bon certificat. Donc c'est tout à fait possible. Quelques petites astuces pour toi si ça t'intéresse. Vous utilisez pas mal de Teams. Nous, on peut refaire un petit retour d'expérience aussi au niveau de tranquilliser. Nous, au niveau des VPN, on est beaucoup accès libre, donc on a utilisé forcément de l'OpenVPN. On va dire que c'est un peu la solution rapide et facile à mettre en place. Et puis on s'est étonné à utiliser beaucoup Mumble. Il y a à la base un petit serveur qui est fait pour les jeux vidéo, mais pour l'audio.
on s'est retrouvé à créer nos propres salons, à reproduire la réalité, mais dans Mumble directement. Donc si ça peut donner des petits conseils dans le chat à tous ceux qui nous regardent, voilà, un petit chat et un petit Mumble à côté, c'est toujours pratique. Et puis bien évidemment aussi, si vous voulez faire du partage vidéo, un Jitsi. Voilà, ça fait partie des solutions qui sont assez intéressantes. Et c'est le chat derrière. Ouais, c'est ça. Là. C'est un petit peu long, il faudrait que j'aille m'occuper de lui. Pas de Il a du souci. mal à comprendre. Non, mais après, ouais, non, je pense que ça a été la douche froide pour un petit peu tout le monde. Hein, des entreprises qui étaient vraiment prêtes pour le télétravail, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais. Du travail collaboratif, c'est quelque chose qui est nécessaire pour un peu tout le monde. Et bon, là, l'avantage, c'est que nos décisionnaires se sont rendus compte du retard qu'on peut avoir sur certains sujets et des besoins réels qui ont bien été mis en évidence là, pour l'occasion. C'est ça. Bon, bah, si je ne veux pas te déranger plus longtemps, du coup, pas de problème. Et puis, il y a ton chat qui t'appelle. C'est ça. Et puis, je te remercie. Merci beaucoup pour ton retour. Et puis le live reste dispo si tu veux. Ouais. Si tu Non, veux. après, c'est toujours un plaisir de vous contacter parce que vous êtes quand même super disponible. À peu près tout ce qu'on vous a demandé depuis l'année dernière, ça arrive très très rapidement. Donc là, vraiment, on a plutôt une bonne relation avec vous pour le moment. Et puis, il ne faut pas hésiter à appeler quand on a des problèmes. Et si tu as du Ouais. support, autant en profiter. Je sais, là, mais maintenant, dès qu'on s'attaque à un nouveau truc, je dis à mon collègue, non, mais on va peut-être passer un petit coup de fil à Tranquilla C'est IT ça. avant, comme ça, ils vont nous dire, ah oui, ce truc-là, il est documenté, mais pas facile à trouver, ou c'était pas encore documenté, regarde, il y a ça, C'est ça. histoire de pas passer plus heures. C'est ça. Allez, Bon, je te remercie. merci, À la et prochaine. ciao. Ciao. Hop. Alors du coup, il y avait quelques questions. Hop, je vais revenir ici. Il y a eu quelques questions où je vais répondre aux questions qui ont été envoyées directement via le formulaire. Donc on avait Mathieu qui nous remerciait de faire un webinaire qui va se mettre à WAPT pour déployer du QGIS notamment. Donc j'espère que ce webinaire vous aura permis de vous rendre compte des possibilités. On avait Christophe qui testait la version Linux, mais qui avait une demande de mot de passe lors de l'enregistrement. En fait, c'est très certainement parce que vous avez justement activé une authentification du côté du Linux. Alors pour l'instant, le Linux, lui, ne prend pas en charge l'authentification Kerberos. Peut-être qu'il le prendra à l'avenir. Et donc si ça vous demande un identifiant mot de passe, il faut simplement renseigner l'identifiant mot de passe de la console. La même chose que lorsque vous vous connectez à la console pour enregistrer la machine. Si vous n'avez pas activé l'authentification Kerberos, il faudra peut-être revenir vers nous, parce que je ne vois pas ce qui peut demander un mot de passe à part ça. Tac. Alors il y avait quelques questions qui étaient vraiment relatives directement au support. Pour ceux qui ont les WAPT entreprises, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On avait Charlie qui nous demandait si on avait des retours d'expérience sur l'installation de la console WAPT sur un serveur RDS en remote app. Nous on le fait, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Il y a peut-être à revérifier, il y a peut-être un problème au niveau du session setup, donc le session setup qui permet de configurer quelque chose dans la session de l'utilisateur. Et du coup, ça, je suis pas sûr que ça, comme le script, comme le session setup ne démarre pas au démarrage de la session, je pense que ça ne doit pas fonctionner. À reconfirmer. Il y avait Pierre, bah oui, Pierre qui est parti, qui me demandait pour la partie Windows Update de refaire une petite démo. Alors je peux refaire une petite démo sur la partie Windows Update. Alors je vais plutôt le faire à la fin, parce que Windows Update, l'installation prend un peu de temps. Je le referai à la fin. Et oui, il y avait Jordi qui nous demandait un petit peu de parler de la solution de téléphonie, parce qu'on a fait un article autour du télétravail chez Tranquillité, pour voir comment est-ce qu'on avait géré un petit peu les différents aspects. Et la téléphonie, du coup, nous, notre numéro de téléphone répond comme avant. Donc, comment nous on a fait, en fait, la téléphonie passe à travers le VPN. Et nous, on a une téléphonie de type astérisque, libre. Et du coup, on a un petit softphone qui est installé sur les machines, qui s'appelle 3CX, et du coup, qui permet directement de pouvoir faire des transferts d'APL, d'appeler, de se mettre dans des salles de conférence comme on faisait avant. Donc, pour la téléphonie, c'est vrai que c'est assez agréable de tout retrouver comme avant. Merci à Kevin, notre chef téléphonie chez nous. Alors il y avait Yohan qui nous demandait pour le packaging de l'outil Tixeo. Alors j'ai vu qu'il y avait eu
un sujet sur la mailing list WAPT, parce qu'effectivement, apparemment, l'installeur de Tixeo de base s'installe en app data. Donc pour résoudre pour ce genre de problématique, ce qu'on fait, c'est qu'on lance l'installation en session setup. Ça, on peut le faire, c'est possible. Ou alors de lancer à la main avant, on exporte ce qui a été mis dans l'app data et puis on le place quelque part pour que l'utilisateur puisse le lancer lui-même. Mais j'ai vu que sur la mailing list, quelqu'un avait contacté directement Tixeo pour recevoir une installation de Tixeo qui s'installe pas dans le app data de l'utilisateur, mais bien en dehors. Ce qui est assez indispensable dans certains cas au niveau sécurité. Donc cette partie-là, c'est. Alors la personne qui nous a dit ça, faut pas qu'elle hésite à nous donner le lien, parce que je crois que ça n'a pas été redonné sur la mailing list. Du coup, le mot de passe, faut le mettre dans le waptget.ini. Non, justement, il faut juste le renseigner lorsqu'il nous est demandé. Je crois qu'il y a aussi un paramétrage. Lorsqu'on fait waptget-help, il faudrait voir, il y a un paramétrage pour passer directement le mot de passe en ligne de commande. J'essaierai de mieux de le redocumenter, cette partie-là. Tac, tac, tac. Alors, je vais faire un switch parce que sinon je vais louper les questions qui passent dans le chat. Tac, tac, tac. Bonjour, bonne ou mauvaise idée de connecter un parc de 100 machines par le VPN au serveur? En fait, ça dépend de votre connexion Internet, tout simplement. Parce que si votre connexion Internet et par exemple, c'est pas de la fibre, et que vous avez beaucoup d'applications qui passent aussi par la fibre, ça peut vite saturer. Donc la solution, ça peut être aussi de mettre un dépôt secondaire par exemple chez OVH, pour que tout se télécharge à travers ce serveur, à travers ce dépôt secondaire en ligne. Après, voilà, c'est plutôt à l'utilisation. Tac, tac, tac. Alors. On est à 300-400 machines en VPN. Pareil, ça va dépendre de la bande passante. Après, vous pouvez aussi mettre au niveau de votre firewall des limitations de bande passante. Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre de limitation de bande passante au niveau du serveur. Lui, il ne connaît pas la bande passante. On ne peut pas trop mettre de limitation de bande passante au niveau du côté agent, parce que c'est pareil, on ne connaît pas sa bande passante non plus. Ce serait plus au niveau du firewall qui est entre les deux. De faire un. Alors, sous Linux, c'est toutes les distributions. Alors, principalement, on s'est concentré sur CentOS, Debian, et tout ce qui est Deb et RPM, en gros. Arch Linux, on pourra proposer une alternative, ça pourrait être notamment un script plutôt qu'un paquet. Mais globalement, ça fonctionne sur presque tout. Il faudrait juste qu'on fournisse un script pour ce genre de choses. Mais on est resté sur les bases solides, donc CentOS, Debian, Ubuntu. Tac, tac, tac. Alors, les ports à ouvrir 80 et 443. Alors, c'est plus simple que ça. Au niveau des ports à ouvrir sur ce WAPT, c'est 443 et c'est tout. Dans la doc, vous pouvez voir d'autres flux pour, on va dire, le 80, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, mais il n'y a que le 443 à ouvrir. Tout passe par ce port-là. Il n'y a rien d'autre qui passe par un autre port. Ça passe que par le port 443. Alors, je reprends les questions de base qui avaient été faites. Bonjour, j'utilise WAPT Entreprise, j'aimerais bien savoir s'il est envisagé d'avoir une fonction qui permettrait de mettre à jour les paquets automatiquement et surtout les déployer sur l'ensemble des postes. Il n'y a pas de notion de déploiement automatique dans WAPT puisque c'est toujours à l'admin qui est sur place de vérifier les paquets. Nous, même si on met à disposition des paquets sur notre store, c'est à vous de vérifier s'ils sont bons ou pas. C'est vous qui prenez la responsabilité, c'est vous qui les re-signez avec votre propre clé. Par contre, quelque chose qui va être intéressant, on est en train de faire une refonte du store et il y aura prochainement une partie newsletter qui vous permettra de recevoir un mail à chaque nouvelle mise à jour. Alors Frédéric, pouvez-vous montrer le téléchargement des paquets et à l'installation avant la fermeture de session avec limitation de l'utilisation de la bande passante? Alors comme je disais, il n'y a pas de limitation de bande passante du côté agent, puisque le problème de la bande passante, c'est pas que du côté agent, c'est pas que du côté serveur, c'est tous les liens qu'il y a au milieu. Donc il n'y a pas de limitation entre les deux. S'il y a une limitation à faire, c'est plus à la mettre directement au niveau du wall qui est entre les deux. Et pour le pré-téléchargement, alors je peux refaire une petite démo. Tac. Donc ma machine, hop, elle est où? Elle est ici. Donc si par exemple je prends cette machine-là et je veux lui déployer par exemple Chrome. Et j'enregistre. Donc ce que j'ai fait moi tout à l'heure, je lui ai dit par défaut, toutes les 2 heures, la machine elle va vérifier si elle a des choses à faire. Sauf que
dans mon apt-get.ini, je vais rebasculer ce paramétrage-là à 1 minute. Donc toutes les minutes, la machine va vérifier si elle a des choses à faire. Donc on va attendre une petite minute. On va voir que la machine va télécharger le paquet WAPT et va le garder dans son cache et attendre. Donc si je vais dans WAPT cache, voilà, donc il vient tout juste de se télécharger visiblement. Non, pas encore. Voilà, clac. Alors le Chrome visiblement était... Ah non, c'était une autre version qui était déjà là. Hop. Donc le téléchargement, non, se fait. Alors attendez, je vais essayer de refaire, parce que là, j'ai l'impression qu'il l'avait déjà fait. On va l'enlever. Histoire d'être certain que je puisse refaire, que je puisse remontrer. Ah oui, j'avais mon Thunderbird qui était en attente. Ok. Ok. Donc je vais refaire ma petite démo. Je mets Chrome. J'enregistre et j'attends. Donc dans 2 minutes, logiquement, la machine va se rendre compte qu'elle a quelque chose à faire et va télécharger le paquet Chrome. Et donc du coup, comme la machine a déjà le paquet, même si le serveur est offline, lorsque la machine s'arrêtera, elle pourra installer les paquets OPT qui sont en attente. Alors je regarde en même temps à côté les autres questions. Alors où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'ai pas compris, 300-400, il y en a déjà qui sont à 300-400 en VPN et ça marche. Ok. Le système qui envoie des messages aux utilisateurs disponibles pendant de reprise. Oui, effectivement, je confirme. Tac. Donc là, la machine, hop, elle vient de voir qu'elle a quelque chose à faire et le paquet WebT s'est téléchargé tout seul. Donc par contre, voilà, il y a possibilité de modifier le réglage pour que ce soit pas toutes les 2 heures, mais toutes les heures ou toutes les 5 minutes, sachant que pour mieux étaler dans le temps, 2 heures, on a trouvé que c'était une bonne valeur. Et donc dès que l'installation se fait, le WebT exit se lance à l'arrêt du poste, et puis l'installation se fait. Il y a cette petite fenêtre qui apparaît, et puis l'installation se lance. Alors, si je pouvais voir dans les autres questions... Ah, il y avait une dernière question. Pouvez-vous me remontrer les différences entre la community et l'entreprise? Pas de souci. Je vais revenir ici. Juste attendre que mon Chrome termine de s'installer du coup. Est-il possible que les installations se fassent également au démarrage? Alors je vais vous montrer, oui, c'est tout à fait possible. Sachant que on ne conseille pas trop, c'est possible, hein. Mais le problème c'est que quand l'utilisateur il démarre son ordinateur, ce qu'il veut faire, c'est utiliser son ordinateur. Et si après il se plaint parce qu'il a une fenêtre, du coup on va dire que c'est la faute du logiciel, sauf qu'en fait c'est juste le moment qui est mal choisi. Alors, tac. Donc ça c'est la version entreprise, ça c'est la version community. Donc si on regarde bien, vous n'avez pas les OU à gauche, la version community. Vous avez bien les groupes de paquets, vous avez bien le dépôt privé, ça y a pas de souci. Vous avez bien l'inventaire matériel, vous avez bien l'inventaire logiciel, mais vous n'avez pas les Windows Update. Vous n'avez pas non plus la partie dépôt secondaire, vous n'avez pas les règles, vous n'avez pas les requêtes SQL avancées. Vous n'avez pas non plus l'envoi de messages aux utilisateurs, ni l'audit, ni la proposition de l'installation, uniquement pour les logiciels qui sont lancés, ni la proposition d'installation aux utilisateurs. Alors qu'en entreprise, on voit que voilà, il y a un peu plus d'onglets et vous avez voilà, lancer les installations en attente pour les applications non lancées, la proposition de mise à jour aux utilisateurs, l'envoi de messages aux utilisateurs et puis l'audit. Donc voilà les différences. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? J'ai des soucis sous macOS et Linux. Alors, sachant qu'on va ressortir une version, parce que la toute première version que vous avez sortie de Linux et Mac, c'était vraiment les premières. Depuis, on s'est effectivement rendu compte qu'il y avait quelques petits problèmes qui ont été corrigés, mais simplement on n'a pas sorti de nouvelle version. Il faut qu'on le fasse. Tac. Bonjour, est-ce possible de faire en sorte que les installations se fassent également au démarrage? Donc ça j'ai dit, alors je vais le montrer. Si je veux le faire au démarrage, si on regarde comment le WAPT se lance, hop. En fait, lorsque WAPT s'installe, il va placer une GPO locale sur le poste. Donc ça veut dire aussi que l'installation à l'arrêt des postes ne marche pas en familial, forcément, parce qu'il n'y a pas de moteur de GPO. Donc dans configuration de l'ordinateur, paramètres Windows, script, en fait, il y a
un WebPT exit qui se fait ici. On lui a dit, lors de l'arrêt, script d'arrêt, lance le WebPT exit. Si je veux que ce soit au démarrage, je peux très bien faire une GPO ou la pousser ou pousser le WebPT exit en paquet WebPT et dire j'ajoute WebPT exit au démarrage de la machine. Tout à fait possible. Ou à l'ouverture de session pour des configurations utilisateurs. Tout à fait possible. Le problème ici, qu'il n'éteigne pas les ordinateurs, c'est un autre souci, mais l'ancien logiciel de gestion l'installe au démarrage. Donc oui, c'est possible. Donc en fait, après oui, effectivement, si vous voyez qu'il y a un logiciel qui est en attente d'installation depuis trop longtemps en version entreprise, vous pouvez proposer directement la mise à jour à l'utilisateur. Ça, c'est possible. Gaëtan nous a filé un paquet WebPT qui harcèle les utilisateurs qui ne redémarrent pas leur poste au moins une fois par semaine. Je suis intéressé de voir le paquet, Pierre. Ça m'intéresse. Alors, le paquet pour l'extinction via la console sera-t-il dispo lors de la prochaine version? Oui, je vais essayer de le faire. Pour l'appel, pour rappel, l'agent Linux est toujours en bêta, tout à fait. Et l'agent Mac, les agents Mac sont toujours en bêta, oui, tout à fait. Sachant que par contre, on a pu tester, ça fonctionne quand même bien, mais il y a quelques petits problèmes. Logiquement, oui, tout à fait. La remarque de Florent est intéressante. Logiquement, ça devrait redémarrer au moins une fois par semaine pour le patch Tuesday. Oui, parce que si on installe les mises à jour Windows mais que les postes ne redémarrent jamais, le paquet n'est pas correctement installé. Donc, il faut de toute façon que les postes redémarrent. Ça me paraît être. Enfin, nous, je sais qu'on pousse des paquets WebPT pour qu'il y a au moins la machine qui redémarre au moins une fois par semaine. Après, si c'est de la veille, malheureusement, il y a une possibilité normalement via les tâches planifiées de sortir l'ordinateur de veille pour le faire redémarrer. Mais bon, comme lorsqu'on redémarre un poste alors qu'il est en veille, on ne sait pas vraiment où il est, c'est peut-être pas une bonne chose. WebPT permet-il de configurer les options de Firefox? En fait, si on regarde comment est fait un paquet WebPT, est-ce que j'ai un exemple? Chrome, par exemple. Le Firefox est un petit peu plus, il est un petit peu différent. Oui, non, ça c'est la version Linux. Donc je me suis trompé. Hop, c'est laquelle la version Windows? Linux, Windows, Chrome, Chrome. Alors, tac. Windows, c'est celui-là. Là, vous pouvez voir la petite fenêtre. Une des principales nouveautés entre l'ancienne version de WebPT et la dernière, c'est que la console ne nécessite plus d'être démarrée en tant qu'administrateur. C'est pour ça que j'ai la fameuse petite fenêtre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On voit que dans un paquet WebPT, je peux fixer des paramètres dans la base de registre. Dans le session setup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si je regarde bien, on désactive la télémétrie dans le session setup. On va dans le user local app data, Google Chrome user data, SW reporter, et s'il y a le dossier, on le supprime. Donc voilà, on peut faire plein de choses. Donc la session setup, c'est une configuration qui va s'exécuter dans la configuration de l'utilisateur. Donc c'est quelque chose. J'ai pas changé la scène. Exact, merci. Je savais que ça allait m'arriver au moins une fois. Alors, donc si je reprends, voilà. Ici, j'ai un paramétrage, donc ça c'est en installation. Ça va fixer des clés registres. Et puis en session setup, donc c'est une configuration qui s'exécute dans la session. Ici, ça me permet hop, ici, si j'ai le dossier qui existe dans local app data, Google Chrome, user data, SW reporter, si le dossier existe, alors je le supprime. Ça, c'est une configuration qui s'exécute dans le contexte utilisateur. Donc en fait, on peut faire plein de choses. Sachant qu'avec la dernière version de Chrome, il y a aussi les ADMX qui sont sortis. Donc parfois, il faut voir aussi quel est le plus pratique pour vous. Hop. Alors, faut pas hésiter s'il y a d'autres questions. C'était aussi aujourd'hui une FAQ, parce que là, je crois que ça va faire voilà, 1 heure qu'on est en live. J'ai à peu près fait le tour des différentes questions. Donc, s'il y en a qui avaient des questions. Ah oui, j'avais dit que je vous referais une petite démo de WebPT Windows Update. Je vais le faire. Tac, tac. Alors, l'effet live, je sais pas ce qui se passe. J'ai ma machine qui vient de figer. Si c'est bon. Machine qui vient de figer. Donc ici, j'ai une machine sur laquelle il y a un scan qui a été fait. Donc
Alors, le session setup s'exécute à chaque ouverture de session ou une seule fois. Alors, il s'exécute à chaque ouverture de session, mais il exécute le code une seule fois par version de paquet. C'est-à-dire que si vous avez supprimé un raccourci sur le bureau de l'utilisateur, que l'utilisateur le replace, et bien, du coup, comme ça a déjà été exécuté, il ne va pas le resupprimer. C'est une volonté. Le session setup, ça fonctionne sous Linux? Pas encore. Et à voir comment on peut le mettre. En fait, il faut juste faire en sorte que la commande wapt-get espace session setup s'exécute à une ouverture de session. Sachant que sous Linux, il y a le shell et il y a l'ouverture de session. Donc, c'est cette partie-là, pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Donc, mon serveur wapt, je lui ai dit de télécharger le wsus-acn2.cab. Pour ça, j'ai juste cliqué ici. Okay, quand je clique dessus, là, il voit qu'il l'a skippé, parce qu'il l'avait déjà dans la bonne version. Ok. Donc ici, j'ai fait lancer un scan à la machine, à celle-ci, voilà, et ma machine, elle a vu qu'elle avait 4 mises à jour installées et 2 qui étaient non installées. Et comme ma politique par défaut lors de la génération de l'agent ici, je lui ai dit que les mises à jour n'étaient pas autorisées par défaut, du coup, elles apparaissent en interdit. Donc ce que je fais, c'est que dans mon Windows Update, j'ai créé un paquet qui s'appelle wsus-all, et puis j'ai fait un paquet qui, pour toutes les Windows 10, j'autorise tous les paquets Windows 10. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a toutes ces KB-là qui sont autorisées. Hop. Est-ce qu'on pourrait avoir une page pour recenser, oui, sur la doc, pour recenser ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour Linux et Mac? Il faudrait qu'on fasse ça, sachant qu'elle va beaucoup bouger, puisqu'on essaye quand même de réimplémenter la même chose. Mais on va essayer de faire ça. Je demande à quelqu'un de l'équipe qui le note de côté pour faire un petit tableau de ce qui fonctionne ou pas. Alors, tac. Donc là, du coup, j'ai fait un paquet. Je vais dire à ma machine, installe le paquet wsus. Donc ça va être mes règles wsus. Je dis à ma machine, voici ton paquet de règles wsus. Je lance l'installation. L'installation est en cours. Tac. Et donc mon paquet de règles s'est installé. Donc maintenant, je vais dire à ma machine, relance un scan. Parce que du coup, là, selon son dernier scan avec les dernières règles, c'était interdit. Donc maintenant, je dis à la machine de relancer un scan. On va laisser faire un scan sur un Windows 7, c'est assez rapide. Sur un Windows 10, pardon, inverse. Sur un Windows 10, c'est assez rapide. Sur un Windows 7, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Alors en attendant que le scan se fasse, je vais pouvoir répondre aux autres questions. Dans les options de la console, y a-t-il l'action se connecter en VNC? Oui, en fait aujourd'hui, ce que fait la console, c'est que si elle détecte un Ultra VNC ou un Taille VNC installé, quand vous allez faire un clic droit, l'icône va apparaître. Là, j'ai pas de VNC installé, donc ça apparaît pas. Alors, pour les Windows Update, est-ce que ça peut être utilisé ponctuellement, par exemple, pour être sûr qu'une KB est installée? Pour ce genre de choses, je vous dirais bien de faire un audit. Ça serait plus propre, je dirais. Au moins, l'audit permet d'être certain que la KB est correctement installée. Les sessions setup fonctionnent pour tous les utilisateurs, pour les postes en multi-utilisateur? Oui, tout à fait. Oui. En fait, ça va démarrer pour chaque session. On va attendre que le scan termine. D'ailleurs, je pourrais... Alors, je vais essayer de le faire après, mais le VNC, je pourrais l'installer. Alors, en attendant que le scan termine, vous pouvez n'hésitez pas à reposer d'autres questions. Petite astuce pour tout le monde. Dans les critères de recherche, la case matériel, logiciel et paquet, il faut toujours la cocher uniquement si vous recherchez quelque chose dans les paquets, logiciels et matériel. Si vous cochez tout, ça recherche dans toute la base de données. Donc forcément, ça prend plus de temps. Petite astuce, simplement cocher uniquement machine. Ça va rechercher dans les informations brèves. Si vous cherchez quelque chose de plus précis, vous pouvez tout cocher. Mais au quotidien, il vaut mieux éviter de tout cocher. Sinon, ça demande à rechercher dans beaucoup trop de choses. Alors, serait-il possible en fin de session de partager les différentes expériences sur la visioconférence? Outils utilisés, nombre de users, partage de documents, performance. Alors, je peux faire un rapide
retour. Nous, on utilise GT, simplement. Là, on a fait une conf GT, ça c'était du GT. Ça fonctionne bien. Par contre, au niveau du nombre d'utilisateurs, quand on commence à être un peu trop nombreux, ça devient vite compliqué. Nous, ce qu'on utilise, après c'est pas très user-friendly pour les utilisateurs, mais nous, ce qu'on utilise, c'est du GT. Et par contre, on fait pas de vidéo. En fait, c'est assez rare que la vidéo soit utile, réellement. C'est assez rare qu'on ait réellement besoin d'avoir de la vidéo. Nous, en fait, au quotidien, avec l'équipe de Sanguinité, on fait beaucoup d'audio. Et donc, nous, on utilise Mumble, qui est un logiciel qui consomme très peu de bande passante et qui fonctionne très bien. Donc voilà, si ça peut vous donner des retours d'expérience sur la visioconférence. Alors Tixeo, j'ai pas utilisé, donc je pourrais pas vous dire. Pour les partages de documents, nous on fait du C-File, un outil équivalent du type Nextcloud, ça pourrait être intéressant. Sinon après, quand les gens ont une bonne connexion Internet, se connecter au serveur de fichiers à travers la connexion VPN, ça peut être possible. Alors là, du coup, mon scan a été terminé. Donc là, les deux machines, elles ont le paquet, l'AKB qui est en attente d'installation. Et en fait, mon serveur WebPT va télécharger uniquement s'il y a besoin. Donc uniquement s'il voit une machine qui a cette KB là en attente, il va télécharger uniquement à ce moment-là. Donc ce qui va se passer, c'est que dans l'onglet Windows Update ici, toutes les 2 heures, le serveur WebPT il télécharge les KB manquantes. Là, je vais le forcer, je vais cliquer dessus. Si je vais voir dans les tâches, j'espère que ça ne va pas saturer la connexion. Pas du tout, il a été très très vite en fait. Hop. Donc on voit qu'il a téléchargé directement à cette URL là, donc on voit bien que c'est depuis le site de Microsoft. Et il l'a mis directement sur le serveur WebPT, ici. Donc là maintenant, si je lance une installation, la machine va retrouver les KB manquantes et les installer. Donc là, je vais lancer une installation. Du coup, l'installation se lance. Sachant que si je n'avais pas cliqué là-dessus, ça serait à l'arrêt du poste que les installations se seraient poussées. Alors, tac, tac, tac. Hop là. Ah oui, synthèse d'état des paquets, c'est un ajout de la 1.8 ou c'est sur les versions entreprise uniquement? Non, ça pour le coup c'est aussi version community. En fait, c'est que si je sélectionne plusieurs paquets, ça me permet par exemple de voir si je veux que les paquets machines, que les paquets groupes, que les paquets bases et que ceux qui sont à mettre à jour. Donc voilà, comme son nom l'indique dans l'onglet, c'est une synthèse de l'état des paquets. Ça permet de voir l'ensemble des paquets. Et ensuite, pour tous les paquets qui sont en attente, je peux faire clic droit, appliquer les actions en attente. C'est-à-dire que si sur une machine, j'ai un KB qui est en attente de désinstallation, j'ai juste à faire, et que sur une autre machine, j'ai une KB qui est en attente d'installation, je fais appliquer les actions sélectionnées et ça lance l'installation. Donc oui, non, ça c'est depuis la dernière version. Et d'ailleurs, dans cette version-là, on a aussi la petite recherche ici. Tac, alors. Ah oui, bonjour, j'ai vu que les licences entreprises étaient disponibles, mais jusqu'à quand sont-elles fonctionnelles? Il me semble que c'est mai. Je vais laisser quelqu'un de chez nous répondre. Où est-ce qu'il en est? Il est en train d'installer. Oui, alors, il est en train de refaire un scan pour réinstaller. Alors. Vous en êtes tous sur la gestion des licences via OAPT. Alors pour l'instant, on n'a rien de formel dans la console, mais dans la doc, ici, tac, 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 créer des paquets OAPT, chiffrer certaines données sensibles. Donc on peut chiffrer avec la clé publique du poste. Donc il n'y a que lui qui pourra la déchiffrer de son côté avec sa clé privée. On peut du coup mettre une licence du coup, qui est déchiffrable uniquement par le poste. C'est-à-dire que même sur un dépôt secondaire, quelqu'un récupère le paquet, il ne pourra pas récupérer la licence. Donc cette partie-là, elle est déjà faite. Il n'y a simplement pas de GUI qui est faite particulièrement à ce niveau-là. Pour essayer, je ne crois pas que ce soit à la doc qu'il se réexécute à chaque mise à jour du paquet. Oui, c'est ça. Benoît, tout sauf GTmeet. Ah, moi j'utilise GT. Dans la présentation, il a parlé de T-Selp, des infos à fournir. Disons qu'on a une version qui fonctionne, mais dans tous les cas, si on en fournit une, ce sera une version bêta.
réellement. Ce ne sera pas autre chose qu'une version bêta. Parce que ça sera que l'outil de prise en main à distance. Il n'y aura pas de transfert de fichiers, il n'y aura pas tout ça. Sachant qu'on a déjà quelque chose qui fonctionne, il y a simplement Evan en interne chez nous qui est en train de retravailler sur le sujet pour terminer vraiment l'utilisation de ça. Ah oui, voilà, la date est indéterminée en fonction des dates du confinement. Alors ça peut durer, du coup. Merci Camille. Alors, je me suis un peu perdu dans le chat. Hop. On est d'accord sur le besoin de se voir. Oui. En plus, il y a beaucoup de personnes qui ont des mauvaises connexions. En plus, il y a les enfants qui sont à la maison, qui sont en train de faire du Netflix. C'est compliqué. Et je suis pas certain que d'avoir la visio tout le temps, ce soit vraiment une bonne chose. Je ne pense pas qu'il y a des dépôts entreprises. Non, l'onglet dépôt, effectivement, en haut, n'est disponible qu'en entreprise. Tac, puis je relis tout. Oui, c'est vrai. Bonne astuce de Gaëtan. Quelque chose que les gens ne savent souvent pas. Là, j'ai des colonnes, ici. J'ai des colonnes. Et par exemple, si je veux faire un filtre, par exemple, sur l'état, enfin, sur l'espace disque, c'est une petite astuce qu'on a montrée, mais pas souvent, donc je la remontre. Dans l'inventaire matériel, si par exemple c'est l'espace disque qui vous intéresse, je cherche espace disque. Et puis, tac, non, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Free%, voilà. Donc là, par exemple, je veux filtrer toutes les machines par l'espace disque disponible. Je prends, je glisse et je dépose dans les colonnes. J'actualise. Et là, du coup, j'ai rajouté une information dans mes colonnes. D'ailleurs, on voit qu'il y a un peu de boulot à faire sur Mac et Linux puisque l'espace disque n'est pas remonté. Mais voilà, en tout cas, on peut savoir l'espace disque qui est remonté. Ah non, c'est parce que je filtre l'espace disque sur le disque local drive C. Donc forcément, sur les machines Linux, Mac et Windows, forcément, il n'y a pas de disque C. Donc voilà, ça permet de glisser, déposer des informations pour pouvoir faire des colonnes qui sont. J'ai cru entendre un battery low. Non, je suis chargé, c'est pas moi. Alors, merci pour l'info. Ticel sera-t-il multiplateforme? Il est déjà compatible, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous, il est déjà compatible Linux et Windows. Par contre, Mac, ce sera après, ce sera pas dans un premier temps. Mais Mac, vu les technologies qu'on utilise, normalement, ça devrait être possible. Nous n'avons pas de paquet Netflix ou Disney Plus à disposition pour occuper vos enfants, désolé. Ok, bon, je crois que ça va être un petit peu la fin de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à appeler ceux qui ont du support, je pense à Pierre. Il ne faut pas hésiter à appeler quand vous avez des soucis. Sachant que voilà, on a pu parler un petit peu tout. On a été assez large. Donc voilà, si vous souhaitez tester WebPT, c'est l'occasion jamais. Avec la crise actuelle, on a décidé de mettre à disposition des licences WebPT entreprise gratuitement le temps du confinement. Donc il ne faut pas hésiter à basculer dessus, sachant que dès que ça arrive à expiration, ça rebascule automatiquement en community. Il n'y a rien à faire. Juste en fait, la date est dépassée, la console rebascule en community et vous avez juste plus les fonctionnalités qui vous intéressent. C'est tout. Voilà. Bon, j'espère que ce webinaire vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir sur le forum. Je vais juste revenir rapidement sur cette petite. Voilà. Donc juste pour terminer, les mises à jour sont bien installées et j'ai le résultat de savoir si ça s'est bien passé ou pas. Donc voilà, comme je disais, si vous avez encore des questions, il y a le forum, la mailing list. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche, comme ça vous saurez. Au fur et à mesure, on ajoute des vidéos qui présentent les nouvelles fonctionnalités. Ça peut vous donner des idées, des petites astuces que vous ne saviez pas forcément. Voilà.
Donc, n'hésitez pas du coup à nous contacter si vous avez aussi des questions. Le téléphone fonctionne toujours comme avant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon confinement et puis à bientôt.